Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau débrief, une deuxième victoire de suite pour Arsenal contre Brighton, 1-0 à l'extérieur, un but d'Alexandre Lacazette quelques secondes après son entrée en jeu avec une magnifique passe décisive de Bukayo Saka, donc Arsenal qui enchaîne donc une deuxième victoire de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis les deux premières journées contre Fulham et West Ham. Arsenal qui est donc 13e avec 20 points. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de table et je vais accueillir ce soir Guillaume, Julien et Mathieu d'Arsenal French Club. Salut les gars. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Pour ce Bonsoir à tous. petit tour de table, je vais commencer tiens, par Julien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh bien, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la première mi-temps était extrêmement ennuyeuse et très frustrante pour Arsenal du fait que on n'a apporté absolument aucun danger face à une équipe de Brighton qui nous attendait dans son camp. Et puis finalement, on s'est un peu retroussé les manches en deuxième période et avec un peu de mieux. Et puis, comme souvent cette saison, les jeunes qui viennent débloquer la situation. Et donc, ce but de la casette, dont on était un peu surpris de le voir sur le banc au début de match, compte tenu de ses récentes performances. Et donc, finalement, c'est pas un match exceptionnel, mais on- je pense qu'il faut retenir clairement les 3 points aujourd'hui et le fait qu'on enchaîne une deuxième victoire consécutive, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Guillaume, Mathieu, qu'est-ce que vous avez pensé vous aussi de Ouais, ce je match suis, match un peu, ouais, comme l'a dit Julien, un peu avec une première mi-temps et une deuxième mi-temps totalement tout à différente. fait. Ouais, on a vécu une première mi-temps complètement insipide et j'ai eu très très peur qu'on retombe dans les travers avec le match de Chelsea ne soit qu'un doux rêve dans ce qu'on a pu voir récemment. Ils ont dû se faire bien secouer à la mi-temps par Arteta et on a vu effectivement une équipe plus proche de son vrai niveau, même s'il y a encore beaucoup d'approximations. Des jeunes vraiment intéressants. Smith Rowe fait encore un bon match, Saka fait une belle passe décisive. Et puis un milieu de terrain fidèle à lui-même avec un Elneny très en difficulté et une défense qu'on ne peut pas spécialement juger parce qu'il n'y a quand même pas une très grosse opposition. Et peut-être tant mieux d'ailleurs. Et Mm. Guillaume, pour terminer, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match? Ouais, c'est ça, je vais rejoindre mes collègues, hein. Sur la première mi-temps, on s'est fortement ennuyé. On a même eu un peu peur parce que pendant les 5 premières minutes, on arrive à tenir le ballon et après, Brighton a gardé la possession de balle pendant un petit quart d'heure où on voyait plus rien. Et puis, en effet, en deuxième mi-temps, je pense qu'Arteta a certainement poussé un petit peu un coup de gueule. Puis je pense que voilà, pour des jeunes comme Smith Rowe et Martinelli, surtout qui reviennent de blessure, je pense que d'enchaîner les matchs comme ça, c'est peut-être un petit peu intense pour eux parce qu'ils n'ont jamais eu encore l'habitude de faire plusieurs titularisations d'affilée et avec si peu de jours de repos, c'était compliqué. Mais on a vu qu'en deuxième période, c'est encore eux qui font la différence. Et puis surtout, un Lacazette qui répond toujours présent parce qu'on voit que quand il rentre, eh ben, il met de l'envie et puis au final, son premier ballon, il la met au fond. Donc c'est lui qui va nous apporter les 3 points ce soir. Mais on peut retenir à nouveau la prestation des jeunes. Et puis le milieu de terrain, on sait que pour l'instant on fait avec Ceballos et Elneny en attendant le retour de Thomas Partey qui lui va être notre pilier au milieu après à voir comment Arteta va organiser ça au milieu de terrain une fois que il sera revenu. Et puis bah, voilà, on va attendre de voir aussi les retours de Gabriel également. Moi, je pense que Bellerin a été encore en difficulté ce soir. Ça a été compliqué. Je pense que Maitland-Niles n'aurait pas été tâche à sa place. Je pense qu'il aurait fallu le faire jouer. On a vu qu'il était très très en difficulté encore défensivement. Donc moi, j'aurais préféré voir Maitland-Niles. Je pense qu'on fait tourner les jeunes justement devant. Je pense que derrière, on pourrait également le faire sur le côté Mm. droit. On va aussi également rentrer directement dans le vif du sujet sur la compo de départ. Est-ce que on va donc parler de Pierre-Emerick Aubameyang et notamment la compo de départ. Est-ce que vous avez été surpris de voir Alexandre Lacazette sur le banc, sachant qu'Aubameyang n'est pas dans une très grande forme et qu'il revient de blessure? Et au vu de sa prestation, qu'est-ce que vous avez pensé de son match, même si la réponse paraît un peu évidente, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Pierre-Emerick Aubameyang avant de parler d'Alexandre Lacazette? Alors, pour ma part, vous le voir sur la feuille de match m'a pas choqué dans le sens où en tant que coach, quand on a un joueur comme Aubameyang et qu'on sent qu'il est dans le dur, il faut bien essayer de le relancer et on est quand même sur une opposition qui était tout à fait adaptée
pour planter un petit pion, ce qu'il aurait à mon sens dû faire. C'est vrai que le déçu évidemment pour Lacazette parce qu'il fait quand même un très gros match dans l'engagement il y a quelques jours contre Chelsea. Vrai, oui, effectivement, le voir sur le terrain, c'était tant mieux entre guillemets, mais on le sent quand même encore très affecté. Alors physiquement, il est pas à 100%, on l'a vu, et puis surtout mentalement, il y a un très très gros problème. Mais c'est pas la première fois que ça lui arrive d'ailleurs au sein du club. Et je me souviens d'une grosse période de disette aussi sous Emery, et j'espère que ça va se régler rapidement parce qu'on a vraiment besoin de ses compétences. C'est pour Aubameyang, pour ma part, il avait remis un but contre, si je dis pas de bêtises, contre Southampton, dans le jeu en plus, et en fait on s'est rendu compte qu'il n'a pas repris confiance en lui. Guillaume, Julien, qu'est-ce que vous pensez d'Aubameyang en ce moment et de sa prestation ce soir, notamment après vu qu'il a été titularisé à la place d'Alexandre Lacazette, auteur d'un très bon match face à Chelsea. Oui, comme a dit Matt, en effet, de l'avoir vu sur le 11 titulaire, c'était pas une surprise. Après, en effet, toujours en manque de confiance, en manque de rythme, parce qu'il n'a pas joué le dernier match et il avait une petite blessure au mollet. Alors, est-ce que éventuellement sa forme physique venait de là aujourd'hui? On peut pas le savoir. On verra dans les autres matchs qui vont être aussi décisifs sur les prochaines journées. Mais il va falloir vraiment, je pense, qu'il puisse retrouver de la confiance et retrouver le niveau qu'il avait pu avoir avec nous dans les meilleurs moments, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent derrière, et même si aujourd'hui c'est un joueur clé, on va dire, pour Arsenal, je pense que les jeunes peuvent aussi le mettre en difficulté à un moment s'il continue avec des prestations moyennes face à des équipes qui sont un peu plus faibles que nous. Face à des équipes un peu plus fortes, je me demande si il sera capable de faire les différences qu'il faisait avant. Sur ce match, on l'a absolument pas vu en première mi-temps. Je crois qu'il a touché que 9 ballons, si je 9 ballons, dis ouais. pas de bêtises. C'est ça. Par contre, en deuxième mi-temps, les 15 premières minutes, il s'est procuré 3 occasions, 2 où il a complètement foiré, et la troisième où le gardien fait un arrêt peut-être chanceux, voire ou exceptionnel, Ouais. c'est selon. Et pour vous, est-ce que Aubameyang n'a pas eu de chance, ou est-ce qu'il aurait dû faire mieux? Non, il aurait dû faire mieux. Bah, sur cette occasion où le gardien l'arrête, bon, c'est assez compliqué, ça va très vite, mais clairement sur les 2-3 opportunités qu'il a eues en seconde période, dans le dernier geste, il a plus le tranchant qu'il avait ces derniers temps. Mais je pense que c'est aussi un problème physique parce qu'on le voit en fin de match, il est battu à la course par un défenseur de Ah ouais, Brighton, ce qui est quand même Mm. assez étonnant de sa part, alors que c'est quand même une de ses principales qualités. Donc limite, faudrait presque qu'il refasse une préparation physique pour se relancer, parce que Mais est-ce que s'il peut pas jouer sur ses qualités physiques, ça va être compliqué pour lui, je pense. Est-ce que c'est pas justement, on sait que le mental joue beaucoup dans le football, est-ce que c'est pas justement son coup de mou mental qui ne lui permet pas d'avoir ce coup de rein qu'il a habituellement? On sait qu'un Aubameyang en confiance, mais on l'a vu en fin de saison dernière, un Aubameyang en confiance, c'est quand même C'est une très, machine, ouais. un très très bon buteur, voilà, une machine Ouais, comme tu dis. c'est ça. C'est surtout le mental pour vous qui fait qu'il n'est pas à son niveau? Il y a un truc qui va pas, Les deux sont liés. c'est évident. L'équipe va mal, lui aussi. On l'a vu justement sur cette course avec Webster. Il fait le bon mouvement, il arrive à faire le bon contrôle, le bon poussé de ballon. Et puis derrière, c'est pas que à la course qu'il perd, c'est aussi dans la tête. C'est vraiment c'est caractéristique de ce qui lui arrive en ce moment, c'est qu'il met pas un pied devant l'autre, il ose pas le faire. On le voit, il a une action également face à un défenseur. Il arrive pas à mettre ce coup de rein là dont il est entièrement capable. On le sait physiquement. Et il y a vraiment un très très gros problème mental, et ça depuis quasiment le début de la saison. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Avant Même sur ses de... prises de balles. Vas-y Guillaume, excuse-moi. Ouais, même sur ses prises de balles, c'est ça, je l'ai vu. À chaque fois qu'on l'a lancé, qu'on lui a donné l'opportunité de se lancer, ses prises de balles étaient pas bonnes. On avait l'impression qu'il n'arrivait pas à ajuster un petit peu son contrôle pour pouvoir se l'emmener de l'avant, alors qu'avant, on savait qu'en lui donnant, il allait pouvoir effacer le défenseur, comme l'a dit Matt, rien qu'avec sa qualité de vitesse, et il avait toujours le don de mettre un coup de rein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est problématique. S'il ne retrouve pas ces qualités-là, honnêtement, c'est un joueur qui risque d'être en perdition s'il ne retrouve pas vite ces deux qualités-là qui sont les qualités principales chez lui. Tout à fait. Je vois dans le chat la Nitinito qui nous dit l'enroulé qu'il tente et qui met complètement à côté, Ouais, c'est ouais. caractéristique. Une enroulée comme ça, au moins tous les jours il la cadre quand il est dans les C'est bons ça. jours. Tous les jours. C'est ça, tout à fait, tout à fait.
Pour terminer sur le cas d'Aubameyang, est-ce que c'est aussi un problème peut-être tactique? On sait qu'Aubameyang est quand même un numéro 9, mais est-ce que dans cette équipe d'Arsenal, il a les qualités pour être numéro 9, sachant qu'il a souvent, la plupart du temps, joué quand même sur le côté gauche, que ce soit avec Unai Emery ou avec Mikel Arteta. Est-ce qu'il est plus performant sur ce côté gauche que sur ce poste de numéro 9 où il faut quand même en première ligue avoir un peu plus de physique, voire en tout cas être plus disponible, surtout dans une équipe d'Arsenal qui est quand même en manque de créativité depuis de nombreux mois même. Est-ce que c'est ça le problème? C'est un peu plus tactique aussi pour Aubameyang? Clairement, Lacazette semble beaucoup mieux correspondre à ce poste de numéro 9 chez nous. Mais pour le coup, c'est vrai, en deuxième période notamment, il a quand même pu profiter des espaces laissés par la défense de Brighton. Et comme on l'a dit, il a eu 2-3 occasions, ce qui pour lui est quand même assez énorme pour marquer. Donc à terme, je pense qu'à gauche, il sera plus opérationnel avec Lacazette dans l'axe. Mais sur ce match-là, je pense pas que la tactique l'ait beaucoup desservi pour le coup. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'en effet, en numéro 9, il fait pas le même travail que Lacazette. Il reste vraiment devant et il vient pas décrocher un petit peu comme le fait Lacazette. Et je pense que en fait, quand Lacazette vient décrocher, justement, ça permet aussi aux ailiers de rentrer un petit peu ou de prendre la profondeur. Et en fait, Aubameyang, il le fait pas ce travail-là. Donc Lacazette est vraiment le 9 qui nous convient aujourd'hui à Arsenal pour le moment. Euh, mais en effet, Aubameyang, je pense que le côté gauche, c'est là où il a été performant avec Arsenal en fin de saison dernière. Et je pense que c'est là où il faut qu'il retourne. Sauf que c'est compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi les jeunes qui sont derrière et qui ont envie de jouer et qui, eux aussi, ont beaucoup de talent. Ce qui me dérange un petit peu dans ce cas-là, excuse-moi Albin, Non, vas-y. c'est surtout qu'on est dans une époque de football où les numéros 10 sont plus à la mode, la créativité passe par les attaquants ou par les milieux de terrain un peu plus reculés, et Mm. la création par l'attaque, Aubameyang ne connaît pas. Aubameyang, il est là pour finir, et quand il se retrouve C'est ça. devant assez esselé qui redescend absolument jamais parce qu'il le fait, c'est pas dans son jeu. Effectivement, la comparaison avec Lacazette le fait un peu jaunir Aubameyang. À mon sens, je l'ai toujours trouvé mieux sur le côté et je trouve pas qu'il ait les qualités pour jouer en première ligue à notre époque en tant que numéro 9. C'est ça. Et justement, la transition est toute trouvée avec Alexandre Lacazette qui, lui, après enfin, au regard du match d'Aubameyang, dès son entrée en jeu, Alexandre Lacazette à la place de Martinelli à la 65e, si je dis pas de bêtises, 30 secondes après, moins de 30 secondes après, Alexandre Lacazette sur son premier ballon marque. Et ça confirme sa bonne performance, enfin ses bonnes performances depuis 2-3 matchs où il revient vraiment en forme, Alexandre Lacazette. Pour vous, justement, est-ce que, au regard de son match, encore une fois, de son entrée en jeu, c'est lui qui doit être titulaire à ce poste de numéro 9 en ce moment, sachant qu'il a aussi peut-être plus de mental, le français? Bah, justement, Oui, comme tu dis, le mental, complètement. Le mec qui rentre au bout de 30 secondes alors qu'il fait un bon match et qu'il est sur le banc, 30 secondes, il plante un but plein de confiance parce il met quand même une très très belle frappe. Ouais, il a le mental et il est en forme. C'est vrai que c'est sur ce point-là, s'il n'est pas titulaire au prochain match, on va vraiment se poser des questions sur les rapports entre Arteta et Lacazette. Je bon, pense que la question avec Lacazette, elle est surtout physique, parce que on voit que depuis qu'il arrive à Arsenal, c'est extrêmement rare qu'il enchaîne les matchs, ou du moins qu'il enchaîne 90 minutes plusieurs fois d'affilée. Et c'est pour ça que ça m'a pas surpris moi de le voir sur le banc. Enfin, on a l'habitude, j'ai envie de dire, qu'il enchaîne pas les matchs, mais s'il est capable de le faire, bah, je pense qu'il faut, il a totalement sa place dans le 11 de départ. ouais, c'est ça. Ce mec a un mental de ouf quand même parce que, comme l'a dit Matt juste avant, il est quand même très bon sur le match de Chelsea et au final, il se retrouve remplaçant au début du match contre Brighton et on se dit mais pourquoi? Et c'est vrai que quand il rentre, on voit qu'il a de l'envie, il met déjà de l'intensité dans ses courses et moi je l'ai vu pendant les 30 dernières minutes où il n'a pas arrêté quand même de revenir pour aider. Alors ce qu'Aubameyang n'arrive pas à faire, et comme a dit Matt, c'est pas du tout le même profil aujourd'hui, mais Lacazette a un très gros mental et il a aussi une très bonne conservation de balles. Il sait jouer dans les pieds, il sait lancer aussi. Donc honnêtement, c'est un très bon neuf qu'on a pour l'instant à Arsenal.
Pour finir sur cette thématique Aubameyang-Lacazette, on va accueillir un de nos followers, c'est Arsebal. Alors c'est bon, est-ce que tu nous entends déjà? Arsebal, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Eh bien, on va dire qu'il ne nous entend pas et on reviendra peut-être vers lui plus tard. N'hésite pas, Arsebal, à m'envoyer un message privé pour nous dire si ton micro refonctionne. Ce qui nous permet donc d'enchaîner avec, encore une fois, on en avait parlé lors du dernier match contre Chelsea, mais on va parler de ce qui est très positif dans cette équipe. Ce sont encore une fois les jeunes. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, un peu moins sur ce match-là, mais quand même. Et puis Emile Smith-Rowe. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette triplette, ces trois joueurs, ces trois jeunes qui font des merveilles, notamment Bukayo Saka sur cette incroyable passe décisive pour Alexandre Lacazette? Saka nous surprend plus, il est dans l'équipe depuis un certain temps maintenant, on sait qu'il a un niveau incroyable et c'est souvent lui qui porte l'équipe du haut de ses 19 ans. Martinelli, comme tu l'as dit, un peu en dessous, mais bon, il faut pas oublier qu'il revient de blessure, il fait quand même des bons mouvements, des bonnes entrées en jeu, et pareil dans l'agressivité, dans l'implication, très présent. Et Smith-Rowe, moi que j'ai jamais trop observé, là on le voit depuis 2 matchs, il est quand même intéressant, il a une belle élégance au pied. Il joue vertical, ça c'est quand même assez exceptionnel dans notre jeu actuellement. Il a vraiment une vraie patte. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu pour Smith-Rowe, c'est qu'il a quand même un physique assez limité. Et j'ai peur qu'il se fasse pas mal bouger en première ligue à l'avenir. Après, à voir, mais il peut compenser par sa technique qui est quand même assez impressionnante pour son âge. Après, juste pour Emile Smith-Rowe, comme tu l'as dit, moi sur son physique, c'est surtout là où il est souvent blessé en fait. Il se fait pas forcément bouger parce qu'il évite le contact, mais il est souvent blessé quand même. Emile Smith-Rowe. Julien, Guillaume, qu'est-ce que vous avez pensé vous de ces trois jeunes, de cette triplette à Arsenal là? C'est une vraie bouffée d'oxygène, hein. On l'a vu, on le savait un petit peu, on l'a entrevu en Europa League depuis le début de saison et peu importe les jeunes, en fait, on se rend compte que ça va être très compliqué pour Willian et même Pepe de revenir dans le 11 parce que tout ce que fait Saka est mieux que Pepe sur le côté droit. Et côté gauche, Martinelli, c'est pareil. Là, vous disiez qu'il était un petit peu en deçà aujourd'hui. Je trouvais quand même que notamment dans sa capacité à presser l'adversaire, c'est assez impressionnant le nombre de sprints et de courses à haute intensité qu'il fait pendant tout le match. Et il a un instinct devant le but qui est quand même assez phénoménal. Et Smith-Rowe, qui est effectivement très intéressant. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer à s'imposer dans le 11 pour nous apporter cette simplicité dans le jeu et cette efficacité. Et puis une part de créativité aussi qui nous manque énormément au milieu de terrain derrière. Avant de donner la parole, Guillaume, sur ces trois-là, il faut aussi rappeler que Gabriel Martinelli revient de blessure et il n'a pas forcément aussi le rythme pour enchaîner des matchs à haute intensité comme en première ligue. Martinelli il s'est blessé en juin dernier, si je dis pas de bêtises, et il n'est revenu qu'il y a 3 matchs où il avait fait 20 minutes, ensuite titulaire, et là de nouveau titulaire. Donc c'est aussi un peu normal que ses performances ne soient pas, en tout cas en tout cas satisfaisantes à chaque fois, même s'il a encore été une fois très très bon ce soir. Même si un peu en dedans sur la fin. Guillaume, donc ton avis sur ces trois joueurs, sur Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Emile Smith-Rowe sur ce match et puis sur leur enchaînement entre Chelsea et Brighton? Ouais. Alors en effet, sur Bukayo Saka, pardon, on le connaît parce que maintenant on a vu que la saison dernière il avait déjà fait des très très bonnes prestations et que c'était un des joueurs aussi qui faisait beaucoup de différence avec Aubameyang sur les côtés. Martinelli, on attendait beaucoup de son retour après sa grave blessure, donc en effet il revient très bien et c'est vrai que d'enchaîner les matchs comme ça, je pense que il faut y aller progressivement parce que s'il se pète de nouveau, c'est un joueur qu'on aura en moins sur la saison et c'est un joueur qui nous fera certainement beaucoup de bien. On l'a bien vu dans les matchs où c'était compliqué contre Chelsea, où il a pu mettre du pressing en permanence, comme ce soir avec Brighton, où il a fait que de ça à un moment. Et je pense que ça étouffe un petit peu, quoi. Ça étouffe. Ça permet pas à l'adversaire de pouvoir jouer tranquillement
comme ils ont l'habitude de le faire. Et puis Smith Rowe, ben, on le voyait qu'en Europa League, là on voit que maintenant ça fait 2 matchs qu'il est titulaire. On voit qu'il a une palette de jeu assez intéressante parce qu'il a l'air d'être quand même physiquement plutôt assez aguerri. Et puis on voit qu'il fait toujours les bons choix et que il joue simple. Et franchement, ça combine très bien entre ces trois joueurs. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça peut poser des problèmes pour les fameux titulaires qui sont indiscutables comme Aubameyang. Et puis bah, on espère que normalement Willian ne reviendra pas dans ce 11 avec des joueurs comme Smith Rowe et Martinelli qui sont largement au-dessus de lui. Je pense qu'à mon avis, ces jeunes-là peuvent vraiment devenir à s'installer dans le 11 titulaire d'Arsenal s'il continue à progresser comme ça parce Et c'est que tout ce qu'on leur il le souhaite. montre très très bien. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il le mérite. En plus, Smith Rowe, je crois qu'on l'avait prêté la saison dernière. D'Huddersfield, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi une récompense pour lui aujourd'hui de se dire que maintenant il a sa chance et que bah, on va peut-être un petit peu jouer aussi sur l'académie, ce qu'on ne fait pas depuis maintenant 2 3 ans, à part Bukayo Saka qui sortait de chez nous. Mais c'est vrai que voilà, on avait du mal à intégrer ces joueurs-là et en fait, il a fallu qu'on soit dans le dur et qu'on n'y arrive pas avec des mecs comme Willian, comme Pepe, pour se dire, bah, on va sortir ces jeunes-là, on va les mettre. Et aujourd'hui, on voit qu'avec ces jeunes-là, ça marche. Après, on peut pas dire encore si ce sera des titulaires indiscutables dans quelques mois, parce qu'il faudra qu'ils enchaînent les performances pour pouvoir juger un petit peu leurs prestations. Mais pour l'instant, sur les 2 matchs qu'on a vus, en effet, c'est vraiment la révélation de cette équipe. On va retenter de retrouver Arcebal. Cette fois-ci, est-ce que tu nous entends? Et est-ce que ton micro fonctionne? Je n'ai toujours pas l'impression que ce soit le cas. Si tu veux intervenir, essaie que son micro fonctionne la prochaine fois. On n'hésitera pas à te refaire intervenir. Je voyais dans le chat, pour faire la transition, je voyais dans le chat qu'on parlait de Quentin qui parlait d'Holding. On va parler de la défense. Moi, j'avais noté Kieran Tierney, mais on peut parler de la défense centrale également. Sur ce match, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense et des individualités donc en défense forcément, et surtout est-ce que c'est aussi parce que Brighton a été vraiment pas trop entreprenant offensivement aujourd'hui? Bon, c'est pas une défense qui a vécu un gros match, hein. Comme tu parles effectivement d'individualité, Tierney a été bon sans plus non plus. Il n'a pas provoqué autant que d'habitude sur son côté. Guillaume disait en début de podcast que Bellerin avait effectivement été un petit peu en dessous. Il a eu beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets. Puis ensuite, la défense centrale, Marie et Holding ont effectivement pas eu beaucoup de boulot. Ils s'en sortent avec un clean sheet. Je les ai pas trouvés non plus flamboyants et j'ai trouvé un petit peu paniqués à certains moments, mais dans l'ensemble, ça fait le travail pour un match pareil, sans plus, à mon sens. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que, en effet, ils ont fait le taf parce qu'on n'a pas eu non plus d'adversité en face qui ont mis une pression permanente où ça a fait un peu comme Chelsea, où ça a été juste par petits moments où il y avait des centres qui traversaient quand même notre surface de réparation sans qu'un défenseur la touche. On avait peur à certains moments parce qu'il y a une occasion quand même où les 2 défenseurs centraux se loupent et on s'est dit qu'il y a 2 mecs de Brighton derrière qui loupent aussi, donc heureusement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'adversité aujourd'hui et on sent que Gabriel est quand même aussi un peu plus rassurant dans la relance par rapport à Pablo Mari où il monte un peu plus et on sent qu'il est capable de couvrir un peu plus de zones du terrain. Pablo Mari est très lent, malheureusement. Donc, mais c'est vrai que de ne pas avoir d'adversité en face nous a aidés et je pense que ça le permet aussi de se mettre un petit peu dans le rythme de la première ligue parce que lui n'avait pas joué. Hein. Il est arrivé, je crois, il y a la saison dernière en mi-saison et il s'était blessé. Donc c'est vrai que tout compte fait, voilà, très peu de temps de jeu pour lui. Donc de le faire jouer dans ces matchs qui sont avec des adversaires un petit peu plus faibles, automatiquement lui permet de pouvoir s'aguerrir un petit peu en première ligue. Sur Kieran Tierney, je ne sais pas ce que vous pensez de son début de saison et peut-être aussi de son match ce soir. Personnellement, ça fait les 2 derniers matchs en tout cas, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, solide et en même temps très très bon. Enfin, en tout cas, dans les seules fois où il a pu aller devant et faire ses montées, excellent offensivement. Je sais pas ce que vous pensez de son début de saison. Je trouve que c'est quand même l'un des plus solides et l'un des patrons
de cette équipe, même s'il le montre pas forcément, au moins dans l'attitude. Ah, complètement, oui, c'est un Ouais. leader discret, il fait un bon boulot, il fait ce que j'adore, c'est qu'il est arrière gauche, il fait toujours la même chose, il déborde, il centre, mais il le fait très bien, ça fonctionne, et en plus il a une qualité de centre qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Oui, c'est clairement un leader silencieux, c'est quelqu'un qui bosse, qui est régulier, il me fait penser justement sur ce point-là à Monreal, qui a occupé son poste pendant longtemps. Un peu le même type de bonhomme, sérieux, qu'on n'entend pas, et qui fait qui fait le taf, quoi, qui est régulier, qui est efficace. C'est vraiment une bonne signature depuis l'an dernier, et c'est un joueur sur lequel on peut compter, qui en plus on dirait qu'il a réglé ses problèmes physiques, parce qu'il y a quand même eu pas mal de blessures à son arrivée. Donc, donc que du positif, ouais, sur Tierney. Ouais, bah, Ouais, je c'est mettrais ça. Gabriel dans le lot, hein. Gabriel dans le lot et il est à peu près le même type de joueur, hein, rassurant et qui fait quand même le taf en défense, alors qu'il avait été associé à David Luiz en début de saison. Maintenant, il s'est adapté aussi à jouer avec Rob Holding, hein, ce qui est totalement différent. Donc c'est vrai que tout compte fait, moi je mettrais Tierney et vraiment Gabriel, parce que Gabriel m'impressionne aussi, même si ça fait que 4 mois pour l'instant qu'il est là. On voit qu'il apporte une assurance défensive et qu'il est capable aussi de relancer. Donc honnêtement, ces deux-là font forte impression au sein du club depuis le début de saison. Bah, Euh, c'est clairement les deux piliers de la défense qu'on a derrière. Mm. Enfin, les seuls joueurs fiables depuis un petit bout de temps. Et Tierney, c'est vrai qu'il fait, c'est marrant parce qu'il fait des choses simples, mais qui sont d'une efficacité assez incroyable. Où juste il porte le ballon pour ressortir des fois et bah voilà, il efface son vis-à-vis. Et dans le camp adverse aussi, c'est vrai que sa qualité de centre est assez intéressante, même si on n'a pas forcément de joueur de tête, malheureusement. C'est vrai que on- sa capacité à effacer sur une accélération, elle est impressionnante. On le voit en début de match, hein, quand il fait une accélération face au latéral de Burnley, justement. Il le Et, dépose, hein, en deux coups, il l'a déposé. Et derrière, son centre est quand même bon. Donc c'est vrai qu'il se trompe rarement et il fait toujours les bons choix. Donc hmm. honnêtement, on a trouvé un bon latéral gauche. Et puis, juste pour finir sur la défense, comme je vois dans le chat, Bernd Leno aussi, qui monte un peu en puissance après son début de saison qui était un peu mitigé par moments. Là, aujourd'hui, très rassurant, pas Très fait rassurant d'erreur. sur le peu de travail qu'il a eu à faire, ouais, et puis Ouais. sur la lignée de son Ouais. match contre Chelsea où il nous sauve quand même une partie du match. Ouais, non, Leno est ouais. toujours en espérant qu'il se blesse pas, parce il a quand même pas sa première blessure chez nous, parce que c'est Mm, vrai que mm. derrière, comme je vois dans le chat aussi, c'est pas ça, on l'a vu en Europa League, hein. Mm. Ou alors en League Cup plus récemment. Non, en Ligue Cup, voilà. Les gars, on va finir ce podcast par parler une nouvelle fois du calendrier. Juste avant de parler du calendrier, je veux peut-être nommer l'homme du match pour vous. On en a rapidement parlé, hein, pas mal de choses positives ce soir malgré la première mi-temps. Mais voilà, quel est un peu l'homme du match? Je vois déjà dans le chat qu'on parle c'est unanime dans le chat, donc je pense que ça va aller très vite. Mais les gars, quel est l'homme du match pour vous? C'est marrant, j'aurais dit Pablo Mari, moi, mais bon. Alors, je crois Euh, qu'il est unanime, je les Ah, vois s'exciter dans le chat enfin là. un nom différent de ce qu'on a pu voir. Non, mais bah, allez-y les gars, quel est rapidement votre homme du match ce soir? Bah, c'est vrai que les trois jeunes de devant ont été assez impressionnants et surtout Smith Rowe et bien sûr Bukayo Saka. Bah, enfin, Moi, je saurais pas choisir, tu donnes ton mais top 3. ouais, voilà. Franchement, c'est les. J'ai pas envie de ouais, D'ailleurs, les juste pour rebondir, ouais, départager, mais. juste pour rebondir sur Saka rapidement, c'est juste un coup qu'il a pris. Il y a pas plus d'inquiétude que ça, il me semble. Je sais pas s'il y a eu des informations qui sont tombées Je là-dessus. pense qu'on verra ça dans les prochaines heures, prochains Ouais, jours. J'ai pas vu ça avait pas l'air d'informations trop filtrées trop. non plus. Bah, on espère en mais tout oui. cas hein, que On ce soit espère que en tout un cas, coup, ouais. voilà, Mm. donc puisqu'on connaît son Mais en importance. effet, Mais ouais. donc Guillaume et Mathieu, votre homme du match pour vous, si vous Bah, arrivez l'homme du à match? choisir. Non, Ouais, l'homme du match, c'est compliqué parce qu'honnêtement, ce serait un peu dur pour Smith Rowe et Martinelli de dire qu'il y a que Saka parce qu'ils ont fait encore un énorme boulot ce soir. Donc pour moi, ce serait les trois. Je pourrais pas départager parce que ce serait tellement dur pour les deux autres quand même. Même si Saka, on connaît aujourd'hui son niveau, Smith Rowe et Martinelli, eux, sont depuis peu dans l'équipe maintenant en titulaire. Et pour moi, ce serait un peu dur pour moi de les mettre derrière Saka, même si Saka a toujours le petit coup en plus. ouais, on est tous d'accord sur les tops. Après, sur les flops, effectivement, bon, on a beaucoup parlé de Aubameyang, mais aussi, j'ai trouvé le milieu de terrain qui était encore en dessous. El Neni a eu beaucoup de mal en première Ouais, Hmm. mi. ouais. Ça a été un peu mieux en deuxième.
pas flamboyant, mais un peu mieux, À à l'image de l'équipe. l'image de l'équipe, voilà, j'allais te dire. Et Xhaka, pas beaucoup mieux, même si Xhaka m'avait, moi qui suis pas un grand fan du joueur, beaucoup étonné contre Chelsea en sortant un très gros match. Là, on dirait qu'il retombe petit à petit dans son habitude de joueur moyen, on va dire. Toujours très irrégulier. Granit Xhaka. Très irrégulier. Effectivement, c'est vrai que ce milieu de terrain, individuellement et collectivement, alors sorti dans le match, encore difficile en espérant que Partey revienne rapidement et qu'il ne se blesse plus. Mais toujours un peu difficile, ouais. On va donc finir sur le calendrier des Gunners. Donc Arsenal joue maintenant le 2 janvier, donc dans 3 jours si je dis pas de bêtises. 3-4 jours même plus. Samedi, ouais. Contre West Bromwich. Ensuite je crois qu'il y aura un match contre Newcastle, mais ça sera en FA Cup. C'est ça, ouais. Ensuite on joue contre Palace à domicile et encore Newcastle en Première Ligue cette fois à domicile également. Les 3 matchs, pour vous, les 3 matchs en Première Ligue, c'est 9 points obligatoires pour recoller aux équipes de tête. Sachant que Arsenal revient à 6 points du top 5 en étant 13e avec 20 points ce soir. Alors, il y a encore des matchs à jouer, etc. Mais c'est déjà un peu mieux qu'il y a 2 semaines. Ouais, ces 3 matchs-là, il faut les gagner parce que de toute façon, c'est des équipes qui sont déjà normalement à notre portée et qui sont justement derrière nous au classement ou juste devant nous. Donc il va falloir creuser l'écart rapidement et puis il va falloir garder aussi cette confiance de victoire, hein. Il faut qu'on enchaîne maintenant. Je pense qu'on a perdu beaucoup trop de points en début de saison après les 2 premières journées où on perd énormément de points bêtement. Donc je pense que maintenant on a des équipes qui sont à notre portée. On voit qu'il y a des joueurs qui sont là pour faire mal. Et on va avoir aussi le retour de Partey qui va être au milieu de terrain, je pense, notre pilier dès que Arteta aura installé Partey avec un autre milieu. On ne sait pas si ce sera Elneny ou Xhaka, ça on le verra en tout et pour tout. Mais honnêtement, il va falloir prendre ces 9 points pour pouvoir aussi encore se donner une bonne bouffée d'air et pouvoir recoller un petit peu au-dessus parce qu'on voit que les autres au-dessus, comme Tottenham, comme Manchester United, Chelsea encore hier qui fait un match nul. Voilà, c'est automatiquement, c'est là où il faut revenir sur ces équipes du haut de classement. Sachant que c'est ce que j'évoquais à la fin du dernier podcast, mais oui, en effet, on est assez réaliste et assez lucide sur notre situation. Mais la Première Ligue est tellement un championnat compétitif que les équipes, on l'a vu encore ces derniers jours, perdent des points en haut et ça nous permet, nous, si on enchaîne, de revenir. Donc, Mathieu, Julien, j'imagine que vous aussi, les 3 prochains matchs, c'est en tout cas en Première Ligue, c'est 3 points. En temps normal, j'aurais dit 9 points, points, effectivement. Après, sur une saison pareille, rien n'est sûr, mais effectivement, on tombe quand même sur une série qui tombe à point nommé pour l'équipe, parce que effectivement, si on arrive à faire des bonnes perfs ces 3 matchs-là, on va pouvoir bien rebondir et surtout reconstruire cette confiance, en espérant que les buteurs marquent des buts et que la défense tienne bon, sans viser personne. On a une série qui tombe bien. West Bromwich est très faible et viennent de prendre encore une valise ce soir, donc c'est le bon moment pour les jouer aussi. Effectivement, ça tombe bien, hein, en espérant évidemment en tant que supporter et en tant que casseau de fan, qu'on marque ces 9 sacrés points et qu'on revienne dans la bonne moitié de tableau. Julien, pour terminer, ton avis sur ces 3 prochains matchs? Oui, on en parlait en off juste avant. Clairement, faut absolument prendre les 9 points sur ces 3 prochains matchs. C'est, je pense, peut-être sur le papier en tout cas, la partie du calendrier qui est la plus facile entre guillemets pour Arsenal cette saison, parce que quand on voit l'enchaînement des matchs qu'on va avoir après, on a Southampton United, Wolverhampton, Aston Villa. Enfin voilà, c'est des équipes qui nous ont posé des problèmes sur la phase aller. Je pense que on a largement les moyens d'aller chercher des victoires face à ces équipes-là. En tout cas, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, quoi. Mais en tout cas, merci les gars, merci d'avoir participé à ce podcast, pardon, je vais y arriver. Puis merci à tous de nous avoir écoutés. J'en profite pour placer un petit teasing sur de prochains débriefs, en tout cas en courant de début d'année prochaine, donc dans courant du mois de janvier. Les lives, les débriefs d'Arsenal French Club passeront, si tout se passe bien, si j'arrive à setup tout ce qui se passe au niveau de mon ordinateur, les débriefs passeront en live vidéo sur YouTube et sur Twitch. Donc ça ne se passera plus sur Discord mais sur ces lives. Donc on vous tiendra au courant bien évidemment. Mais voilà, un petit teasing en partenariat en plus avec Orange. Mais voilà, on vous tiendra au courant de tout ça.
mais on passera et vous verrez enfin nos têtes derrière les voix, derrière les voix J'avais pas dit ça. de chacun. Merci encore à tous d'avoir été là. Merci à vous, Guillaume, Julien et Mathieu. Puis salut tout le monde, et on se retrouve normalement pour un nouveau débrief contre West Bromwich Albion, en 2021. Donc salut tout le monde. Merci à tous, bonne soirée. Salut à tous, à l'année prochaine. Il allait la placer. Je sais, fallait que tu la places celle-là.